Bonjour mesdames, membres de jury et encadreurs. Nous sommes le binôme Rahal Anwar et Touji Ilyes. Permettez-nous de vous présenter notre mémoire fin d'études qui s'intitule Analyse par la méthode séquentielle du risque d'explosion des fours à gaz industriels pour le but de l'obtention de diplôme de Master 2. Voilà notre plan de travail. Nous avons commencé par parler des généralités sur les fours industriels, leur type et leur composition, et leur classification et les critères de choix d'un four industriel. Dans le deuxième chapitre, nous l'avons consacré pour l'analyse des risques industriels, définir c'est quoi les risques, c'est quoi l'analyse des risques industriels et quelles sont les méthodes utilisées pour faire une analyse des risques industriels. Puis, au troisième chapitre, nous avons fait des retours d'expérience sur les accidents des fours industriels. Nous avons montré c'est quoi le retour d'expérience, la description du retour d'expérience et pourquoi et c'est quoi le but de faire un retour d'expérience. Et nous avons parlé des exemples, nous avons pris des exemples de retour d'expérience des accidents qui sont survenus au niveau des fours industriels, que ce soit dans le pays ou bien dans le monde entier. Et le dernier chapitre, application de la méthode ASOP sur les fours rebouillir H101. Nous avons pris une des méthodes que nous avons parlé dans le deuxième chapitre, analyse des risques industriels. Nous avons pris comme méthode la méthode ASOP et nous l'avons appliquée sur le four rebouillir H101 du Hassirna. Le monde industriel est menacé par des accidents très fréquents avec un taux de gravité élevé et avec des répercussions qui peuvent être sur les biens matériels et installations, sur l'environnement qui avoisine ces industries et bien sûr la vie humaine. Et parmi ces industries, les unités qui travaillent avec des fours industriels avec des rendements énergétiques très élevés. C'est pour ça qu'on insiste sur la sécurité de ce type d'installation car la moindre erreur, que ce soit humaine ou dysfonctionnement, peut engendrer des dégâts immenses. Définition générale d'un four. Un four est un outil utilisé pour élever la température d'un produit, est également une pièce d'équipement dans laquelle la chaleur dégagée par la combustion du fuel oil ou gaz combustible par l'intermédiaire de brûleurs est transférée à un fluide, par exemple l'huile chaude passant dans des tubes. Après définir c'est quoi un four industriel, nous avons montré c'est quoi le but d'implanter des fours dans des usines. Le four joue le rôle soit d'un chauffage, comme par exemple réchauffage de l'acier avant la déformation plastique, réchauffage du pétrole brut avant la distillation. Il peut également jouer le rôle d'un véritable réacteur dans lequel on élabore les produits, comme par exemple chauffage de fusion de verre, four vapocraquage de la pétrochimie. Classification des fours industriels. La classification des fours industriels se fait en fonction de plusieurs critères, comme le procédé de chauffage, que ce soit direct ou indirect, manutention de produits, four continu et four discontinu, le niveau de température, le niveau de combustible. Et bien sûr, une classification qui dépend de combustible. Nous allons parler d'une classification selon le procédé de chauffage. Le critère dans ce cas est le contact entre le produit et le gaz issu de la combustion. Dans le cas du four à chauffage direct, il y a le contact entre les issues de la combustion et les produits à chauffer. Du point de vue thermique, cela entraîne qu'une partie du transfert de chaleur s'effectue par convection. Cette dernière provoque des phénomènes à la surface du produit qui peuvent lui être préjudiciables. Les réchauffeurs directs forment une enceinte au sein de laquelle de l'énergie sous une forme non thermique est convertie en chaleur en hybride du fuel gaz, et plus particulièrement au sein de laquelle la chaleur est générée par combustion d'un combustible inapproprié. Les réchauffeurs de processus directs fournissent de l'énergie calorifique directement au procédé industriel sans utiliser de vapeur ni d'échangeur de chaleur. Nous allons passer maintenant au four à chauffage indirect. Dans ce cas, l'interaction entre les gaz de combustion et les produits n'existe plus. Et c'est parmi les différences entre les fours à chauffage direct et les fours à chauffage indirect. Il s'introduit une résistance supplémentaire au transfert de chaleur, qui doit se faire, dans ce cas, la conduction au travers de la paroi protectrice, puis par rayonnement et éventuellement convection vers la charge. Le problème technologique est alors la tenue de cette paroi qui est portée à haute température et au contact de flammes et ou des gaz à haute température. C'est le cas des fours à cloche mobile, par exemple, et des fours à moufle et des fours équipés de brûleurs à tube radiant. C'est parmi les dangers qui ont rendu populaires les fours à
à chauffage indirect, ce sont des bains-maries qui utilisent un fluide intermédiaire, ce qui lui baigne le tube de flamme qui donc le protège et qui de plus enlève tout caractère de gravité à une fuite éventuelle. Maintenant, nous allons parler d'un autre critère de classification, qui est la manutention des produits, ce qui veut dire les fours continus et les fours discontinus. Dans un four continu, le produit à chauffer entre à une des extrémités et en ressort à l'autre. C'est le cas des fours de semi-produits, fours à longeron et fours poussant de la sidérurgie, des fours rotatifs de l'industrie cimenterie, des fours de l'industrie chimique et du raffinage. Dans le four discontinu, le produit à chauffer est immobile dans le four. Il est chargé et déchargé, enfourné et défourné au même endroit. C'est le cas des fours à sol mobile de forge, des fours à sol fixe de traitement thermique, des fours à cloche mobile et évaluateur. La différence entre les fours continus et discontinus: dans un four continu, un point du four sera toujours ou à peu près à la même température. Par contre, dans un four discontinu, la température en un point donné du four évoluera en fonction du cycle de chauffage que l'on veut faire subir au produit. La classification suivante est selon le niveau de température. Il y a les fours à haute température. Ce sont en particulier les fours de sidérurgie, de verrerie, de cimenterie. La température que l'on veut obtenir sur le produit dépasse parfois nettement 1200 degrés Celsius. Par contre, dans les fours à basse température, ce sont des fours de traitement thermique de métallurgie, les fours de revêtement de surface et les fours pour les métaux non ferreux. La température que l'on veut obtenir sur le produit dépasse rarement les 700 degrés Celsius et parfois sensiblement inférieure. C'est également le cas des zones de convection des fours de l'industrie du pétrole et de la chimie. Le transfert de chaleur s'y fait essentiellement par convection de gaz transparent. Et le dernier critère de classification est la classification suivant le combustible utilisé. On trouvera dans le domaine des fours industriels avec plus ou moins d'importance selon les activités toute forme d'énergie. Des fours électriques, il s'agit des fours à résistance, effet Joule, à arc, à induction, à électrode submergée, etc. Des fours à gaz, ils utilisent le gaz naturel mais aussi le gaz de coquerie, le gaz de raffinerie, le gaz de haut fourneau, etc. Des fours à combustible liquide, ils utilisent le fioul lourd mais aussi le gazole, le naphtha, etc. Des fours à combustible solide, ils utilisent les charbons ou le coke de pétrole, généralement sous forme pulvérisée, mais aussi les déchets divers. Structure des fours industriels. Dans la partie inférieure, la sole, qui est la partie réfractaire horizontale sur laquelle on place les produits à cuire, elle est en quelque sorte le plancher du four et peut être parfois inclinée. Dans partie supérieure, la voûte qui peut avoir des formes diverses, plate, cintrée, avec des rampons suspendus, la voûte est en contact avec les produits de combustion et souvent avec la flamme. Elle joue le rôle essentiel dans le transfert de chaleur en renvoyant par rayonnement sur les produits l'énergie qu'elle reçoit de la flamme. Des murs verticaux composant en général plusieurs épaisseurs de nature différente et faisant la liaison entre la voûte et la sole. Des systèmes de chauffage, brûleurs ou résistance électrique généralement accrochés aux parois, mais dans certains cas à la voûte ou à la sole. Composants des fours industriels. Les fours industriels sont composés généralement des systèmes de récupération de chaleur, car le préchauffage de l'air est indispensable afin d'augmenter la température de la combustion et générer ainsi un transfert de chaleur suffisant vers la charge. Pour préchauffer l'air, l'énergie des fumées sortant des fours est dans ce cas récupérée. Les fours industriels sont composés également des brûleurs. Les brûleurs sont des organes qui font essentiellement la libération de l'énergie de combustion et la distribution des flux thermiques dans un four, par une opération de mise en contact de combustible avec le comburant. Ils déterminent les ondes de préchauffe, de chauffe, de légalisation grâce à la distribution de leur puissance dans chaque zone. Le rôle de ces brûleurs. Le brûleur a un rôle principal dans la conception, construction et fonctionnement des fours. Il fournit de l'énergie thermique au four et à la charge, prépare la mise en contact entre le comburant et le combustible dans la proportion choisie. Assurer les conditions optimales pour la combustion de ce mélange, provoquer la circulation des combustibles brûlés, favorisant l'égalisation des températures dans l'enceinte, créer une liaison entre le casting extérieur du four et les parois en réfractaire qu'il traverse,
et entraîne de ce fait un point délicat dans la construction. Composition et fonctionnement du brûleur. Il y a une certaine quantité d'énergie, compris dans le gasoil de chauffe, qui doit être libérée de façon optimale. Pour transformer le combustible en une chaleur utilisable, on peut soit le gazifier, soit le pulvériser en petites gouttes. Lorsque le combustible pulvérisé ou gazifié est enflammé par une étincelle électrique, la flamme se forme. Ceci se fait avec un brûleur. La chaleur libérée doit être transférée au fluide calorifère. Pour ce faire, une chaudière est nécessaire. Et les brûleurs sont composés de la volute, une pompe volumétrique en engrenage, une ligne porte-gicleur, une tête de combustion, le ventilateur centrifuge, transformateur d'allumage, les électrodes d'allumage, le clapet d'air, la vanne électromagnétique, le clapet d'air, l'accrochement de flamme, le boîtier de commande, capot insonorisant, bride de fixation, cache insonorisée du clapet d'air et carcasse. Le choix d'un brûleur. Le choix général d'un brûleur est un compromis entre les différentes contraintes d'implantation, les flux de chaleur, la variation de ces flux pour les divers cas de production envisagés et les coûts d'installation et maintenance. Sachant qu'il y a plusieurs types de brûleurs. Il y a les brûleurs après mélange et les brûleurs à flamme de diffusion. Nous passons directement au chapitre numéro 2, analyse des risques industriels. Nous allons définir dans ce chapitre la notion de l'analyse des risques et les différentes méthodes qu'on peut utiliser pour réaliser une analyse des risques. Définition de l'analyse des risques. C'est une procédure qui vise à identifier les sources de danger et les situations associées qui peuvent conduire à des dommages sur les personnes, l'environnement avoisinant et les installations et les biens. C'est l'utilisation des informations disponibles à notre disposition pour identifier les phénomènes dangereux et faire une estimation des risques. Méthode d'analyse des risques industriels. Le but de ces méthodes, c'est de diminuer les risques industriels au niveau des installations. Certaines méthodes d'analyse sont limitées à identifier seulement les risques, mais il y a d'autres méthodes qui s'intègrent l'aspect analyse plus l'évaluation de ces risques. Il y a plusieurs méthodes d'analyse comme l'analyse préliminaire des risques, APR, l'analyse par AMDEC, analyse des modes de défaillance et évaluation de leur criticité, analyse par arbre d'événements, analyse par arbre de défaillance et analyse par la méthode ASOP. Analyse par l'AMDEC. C'est la méthode d'analyse des modes de défaillance et d'évaluation de leur criticité. C'est une méthode inductive qui permet de réaliser une analyse qualitative et quantitative de la fiabilité ou de la sécurité d'un système. Analyse par la méthode AMDEC. C'est la méthode d'analyse des modes de défaillance et leurs effets de criticité. C'est une méthode inductive qui permet de réaliser une analyse qualitative et quantitative de la fiabilité ou la sécurité d'un système. Lors de l'utilisation de la méthode AMDEC, on doit remplir ce tableau. C'est un tableau qui montre les éléments, les fonctions, mode de défaillance, les causes de défaillance de cet élément, les effets de la défaillance de cet élément et la détection. Et on doit évaluer la criticité en utilisant. On définit généralement la criticité d'un mode de défaillance par le produit indice fréquence, indice de gravité, indice de détection. Ces indices sont définis par le client, l'entreprise qui fixe également un seuil d'acceptabilité au-dessus duquel toute criticité doit être réduite, par un moyen à définir, reprise de conception, plan de maintenance, action de surveillance. Il y a de différents types d'AMDEC. Il existe 5 principaux types d'AMDEC. AMDEC fonctionnel, AMDEC produit, AMDEC processus, AMDEC moyen de production et AMDEC flux. La démarche de la méthode AMDEC. On commence par la constitution de l'équipe de travail et l'identification du niveau d'étude, l'analyse fonctionnelle du système, l'étude qualitative, cause, mode, effet de défaillance. Puis on passe à l'étude quantitative, évaluation de la criticité. Sachant que la méthode AMDEC a deux aspects. Elle a un aspect qualitatif. L'aspect qualitatif de l'étude consiste à recenser les défaillances potentielles des fonctions du système étudié, de rechercher et d'identifier les causes des défaillances et d'en connaître les effets qui peuvent affecter le client, les utilisateurs et l'environnement interne ou externe. Et elle a un aspect quantitatif, consiste à estimer le coût du risque associé à la défaillance potentielle au système étudié. Le but de cette estimation est l'identification et hiérarchisation des défaillances potentielles. Et par la suite, la hiérarchisation par criticité, la recherche et la prise d'action préventive, la réévaluation de la criticité et dernièrement la présentation des résultats.
Évaluation de la criticité. On utilise en général des grilles d'évaluation adaptées aux problèmes à étudier. Les différents éléments sont notés la plupart du temps de 1 à 10. Il ne faut jamais compter 0. Cependant, l'expérience peut amener certaines entreprises à utiliser une notation de 1 à 5. À titre d'exemple, voici 3 grilles de cotation graduées de 1 à 10. Seuls 3 niveaux sont présentés, 1, 5 et 10. On évalue la criticité, parfois appelée IPR, indice de priorité du risque, par le produit C est égal F fois G fois D. Plus C est grand, plus le mode de défaillance est critique. Lorsque les indices sont notés sur 10, les entreprises fixent généralement une criticité maximale sans action corrective, hauteur de 100. Comme nous l'avons déjà cité, une notation de 1 à 10 est utilisée dans l'évaluation de la criticité de chaque élément, dont la fréquence, la gravité et la probabilité de non-détection, comme par exemple la notation 10, dont la fréquence ou probabilité d'apparition est qualifiée comme permanent. Dans le cas de la gravité, 10 c'est la gravité maximale, comme par exemple mort d'homme ou catastrophe environnementale. Et dans le cas de probabilité de non-détection, 10 veut dire aucune probabilité de détection. Et par la suite, 5 dans la fréquence ou probabilité d'apparition veut dire fréquent, gravité conséquence financière ou bien matériel. Et dans la probabilité de non-détection, un système de détection est mis en place mais n'est pas un système de détection est en place mais n'est pas infaillible. Et on arrive à la notation. La fréquence de probabilité d'apparition, c'est invraisemblable, la gravité minimale, veut dire pas grave, et la probabilité de non-détection, le système de détection, est infaillible. Le système de détection est infaillible. La méthode arbre de défaillance. Un arbre de défaillance représente de façon synthétique l'ensemble des combinaisons d'événements qui peuvent conduire à une défaillance. Construire un arbre vient à répondre à la question comment telle défaillance peut-elle arriver, ou quels sont les scénarios enchaînement d'événements possibles qui peuvent aboutir à cette défaillance. Un arbre de défaillance est généralement présenté de haut en bas. La ligne la plus haute ou sommet de l'arbre comporte uniquement la défaillance, ou événement redouté, ou encore événement non souhaité. Les relations entre les événements sont présentées par le lien logique ou est. Et l'arbre de défaillance a des différentes étapes. La première étape consiste à définir l'événement sommet, c'est-à-dire la défaillance, de façon explicite à exprimer, de façon explicite et précise afin que l'arbre construit réponde bien aux attentes de l'étude. Par exemple, les événements suivants ne sont pas équivalents. Défaillance de la stabilité d'un bâtiment, ruine d'un bâtiment sous l'action du séisme. La deuxième étape consiste à décrire l'ensemble des événements par des combinaisons logiques, la conjonction ou disjonction pouvant engendrer l'événement sommet. Et les étapes suivantes consistent à décrire successivement l'ensemble des lignes permettant d'expliquer les lignes supérieures par des événements ou des connecteurs logiques, jusqu'à avoir écrit l'ensemble des causes connues. Il s'agit donc de répéter la deuxième étape jusqu'à l'obtention des événements. Il s'agit de répéter la deuxième étape jusqu'à l'obtention des événements de base qui sont des événements qui ne décomposent plus en un événement plus fin. On passe maintenant à la méthode Hazard and Operability Analysis, la méthode HAZOP. C'est une méthode inductive qui consiste à l'identification et l'évaluation des situations pouvant représenter un risque pour le personnel ou les équipements, et le déploiement des moyens, procédés, équipements de prévention adéquats pour éviter tout événement non souhaité. L'application de la méthode HAZOP présente des similitudes avec l'application de la méthode AMTEC. Cependant, l'une mettra en évidence les dérives au niveau des installations sans évaluation de criticité et donnera des recommandations d'élimination de la cause. L'autre sera centrée sur les défaillances des composants d'un système avec évaluation et recherche des actions correctives en fonction d'un indice de priorité de risque. Était une technique développée par des systèmes impliquant le traitement d'un milieu fluide, autre fluide de matière, électricité, procédés chimiques et pétroliers. Cependant, son domaine d'application n'a cessé de s'étendre au cours des On peut appliquer la méthode HAZOP s'applique aux applications logicielles, y compris des systèmes électroniques programmables, aux systèmes assurant le déplacement des personnes par différents modes, tels que le transport routier et le transport ferroviaire,
à l'examen de différentes séquences de fabrication et aux procédures d'exploitation, et à l'évaluation de systèmes spécifiques tels que les appareils médicaux. Procédure d'une analyse avec la méthode ASOP. Description et intention du design. Il est essentiel que l'équipe commence par une compréhension totale de la section ou de l'étape à analyser. Une description détaillée devrait être développée, incluant tous les paramètres clés. Générer une déviation. Une déviation peut être générée en combinant un paramètre avec chaque mot guide et voir si une déviation significative peut en résulter. C'est l'approche paramètre en premier. Identifier les causes. Une fois qu'une déviation significative a été identifiée, l'équipe cherche alors une cause pouvant mener à cette déviation. Il serait intéressant de noter si les conséquences de toute déviation insignifiante, car la recherche de cause serait inutile. Dans le cas où il y a plusieurs causes, un brainstorming est très utile pour trouver le maximum de causes possibles en ayant à l'esprit que ces causes pourraient être liées à des facteurs humains ou bien matériels. Évaluer les conséquences. Les conséquences de chaque cause devraient être soigneusement analysées pour voir si le système sort du domaine défini par les intentions du design. Il est donc essentiel d'identifier toutes les conséquences, qu'elles soient immédiates ou retardées, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur de la section analysée. La protection. Il y a plusieurs approches dans la prise en compte des mesures de protection existantes. Une approche serait d'analyser d'abord sans tenir compte des mesures de protection existantes à l'arme. Ensuite, quand le plus grave résultat a été identifié, les mesures de protection sont notées et l'équipe considère le besoin d'action corrective. Cette approche a l'avantage d'alerter l'équipe sur les possibles conséquences sérieuses, mais en revanche, il n'est pas réaliste de ne tenir en compte de mesures de protection prévues dans le cadre d'un bon design des opérations. Et dernièrement, l'étape de l'enregistrement. Les conclusions atteintes durant l'étude devraient entièrement enregistrer. Le rapport ASOP représente typiquement le seul enregistrement compréhensif de l'étude ASOP. On va parler de retour d'expérience sur les accidents du four. Le retour d'expérience est une démarche visant à détecter et analyser les anomalies, les écarts et tout événement, qu'ils soient positifs ou négatifs. D'après le retour d'expérience, on peut conclure qu'il y a plusieurs types d'accidents dans le milieu industriel. La moitié des accidents sont causés par le feu et 11% sont causés par le surchauffe. Des incendies dans le four industriel représentent 33%, des explosions du four industriel représentent 6%. Les accidents ont plusieurs conséquences, quelles que soient sur le bien matériel ou sur l'environnement ou bien sur l'être humain. On a remarqué que le bien matériel est le plus touché par un pourcentage de 59%, puis l'environnement par un pourcentage de 23%. À la fin, l'être humain est touché par un pourcentage de 18% des conséquences des accidents. Cette figure exprime une explosion de four sans F1 dans la raffinerie de Skikda, qui est l'un des types des accidents. Peu de temps avant l'accident, le four de l'unité 100F1 de l'unité de raffinage de pétrole brut a fait l'objet d'une rénovation par Samsung dans le cadre de projets de réhabilitation et d'extension des capacités de raffinage. En raison du manque d'effectifs, les caristes, le personnel du service car, ont été retenus par le chef de production et ont doublé leur car 3 journées consécutives avant l'accident. De force. À l'accident survenu dans la nuit du 3 janvier 2013, quand à 21h, la direction de la raffinerie de Skikda a décidé d'augmenter le débit d'entrée du combustible. Par surplus de pression et chaleur, la tuyauterie transportant le brut à l'intérieur du four s'est fragmentée et des vapeurs d'hydrocarbures s'échappent à l'intérieur du four. À 21h45, explosion du four sans F1, des flammes à plus de 20 mètres et d'épaisses couches de fumée s'élevaient de loin sur la raffinerie de Skikda, touchant ainsi le réacteur, un autre four, des ballons, des équipements et installations sophistiquées d'instruments de mesure installés récemment par Samsung. Au titre de ce dégât, 3 hommes ont été blessés. Par conséquent, l'unité complète devant produire de carburant et des matières premières avait été soumise à l'arrêt. Quelques minutes plus tard, ce fut l'arrêt de production. En effet, les autres unités l'ont suivi et ont été arrêtées par manque de charge. Conséquences ruineuses sur le plan économique de l'entreprise et sur le marché national des hydrocarbures. Nous passons au dernier chapitre, application de la méthode ASOP sur le four rebouilleur H101 du Hassirmal. Au début, on va présenter le site de Hassirmal. Le gisement de Hassirmal est situé à 600 km au sud de Tlemcen, entre les wilayas de Ardaya et Larouat.
dans cette région relativement plate du Sahara. Le gisement de Hasirmel est l'un des plus grands gisements de gaz à l'échelle mondiale. Il a une forme d'ellipse, s'étale sur plus de 3500 km², 70 km du nord au sud et 50 km d'est en ouest. Il se situe à une profondeur de 2200 mètres. La capacité du gisement est de l'ordre de 3000 milliards de mètres cubes récupérables. Présentation du module 3. Le module 3 a été construit par contrat signé entre la Société nationale Sonatrach et la société japonaise JGC Corporation. Cette dernière assura l'étude et la réalisation de cette usine MMP3 dont le démarrage eut lieu le 26/10/1980, date du début de l'exploitation officielle par JGC. Ce module est situé dans le secteur nord et alimente en gaz naturel brut provenant des puits situés au nord de Hasirmel, 55 puits, réunis par l'intermédiaire de 10 collecteurs gaz du N1 à N8. Étant donné la chute de pression observée au niveau du gisement nord, les exploitants ont eu recours à l'alimentation de celui-ci en moyen de 2 collecteurs, W8 et E6 provenant du secteur centre. On passe à la description du four rebouilleur H101 du module MMP3 du Hasirmel. Constitution du four H101. Le four H101 comprend une zone de radiation rayonnement constituant la chambre de combustion, garnie intérieurement de matériaux réfractaires isolants, dans laquelle des tubes sont exposés à la flamme et reçoivent la chaleur principalement par radiation des produits de combustion. Il a également une zone de convection, éventuellement garnie, installée à la sortie des fumées de la chambre de combustion. Elle est constituée d'un faisceau de tubes placés perpendiculairement. La direction des fumées le rendant d'un four muni d'une zone de convection est supérieure à celui d'un four ne comportant qu'une zone de radiation. Un faisceau tubulaire en zone de radiation est éventuellement en zone de convection. Il a 2 cheminées, des accessoires tels que les portes d'accès, les portes d'explosion, les regards, les thermocouples et les connexions diverses nécessaires à la bonne marche du four. Le rôle du four H101. Le condensat du fond de la colonne C101 est envoyé en moyenne des pompes P101AB au four rebouilleur H101 à 150 degrés pour réchauffage. Puis le fluide sortant du rebouilleur chauffé à 180 degrés est renvoyé à la colonne comme reflux chaud afin d'extraire les gaz légers. La décomposition structurelle fonctionnelle du four rebouilleur H101, elle est décomposée en 2 phases. Première phase, phase de fonctionnement. Les sous-systèmes, il y a le sous-système 1, c'est le circuit d'alimentation qui a le but d'alimenter le four rebouilleur. Le sous-système 2, c'est le sous-système de tirage qui assure l'arrivée et la circulation d'air. Le sous-système 3, sous-système de contrôle qui contrôle les paramètres du procédé. Et le sous-système 4, sous-système de trappe d'explosion s'ouvre en cas de montée de pression dans la chambre de combustion. Et nous passons à la phase d'arrêt d'urgence. Le sous-système numéro 5, c'est le sous-système de prévention qui assure la sécurité du procédé. Et le sous-système numéro 6, c'est le sous-système de protection qui assure la maîtrise du feu. Sachant que chacun de ces sous-systèmes a des équipements et chaque équipement a des composants spécifiques qui permettent le fonctionnement de ce système. Nous passons maintenant à l'application de la méthode ASOP sur le four rebouilleur H101. Et pour mieux comprendre les déviations, il faut jeter un coup d'œil sur le diagramme de canalisation et d'instrumentation du four pour avoir une idée générale sur le fonctionnement de ce four et pour voir les éléments qui peuvent causer des déviations. Dans cette étude, nous allons considérer la partie du serpentin du four depuis l'admission du condensat, avant la mesure du débit, jusqu'à la sortie après contrôle de la température. Donc nous remarquons que les mots utilisés, les mots guides, ne pas faire ou bien moins de l'élément débit de condensat, sachant que la méthode ASOP s'intéresse aux éléments, s'intéresse aux installations qui utilisent les paramètres principaux, comme le débit, la température, la pression. Donc en remarquant les mots guides et l'élément étudié, on peut déduire que la déviation dans ce cas c'est pas du débit ou bien moins de débit. Les causes possibles qui peuvent nous conduire à des déviations sont mauvaise manipulation sur la vanne manuelle à l'entrée-sortie de la vanne FICA 136V, le cas de fermeture. La conséquence, ce qui peut arriver en conséquence, c'est pas du liquide dans
le four rebouillage 101, ce qui veut dire endommagement du serpentin, incendie et arrêt d'unité. Possible arrêt du module MMP3. Donc, ce qui était prévu comme moyen de protection, dans ce cas, c'est les opérateurs et la vanne FICAL 136 équipée d'une alarme en cas où de diminution du débit de moins de 150 pompes par heure. Et aussi l'installation du débitmètre FZL 137. Son but est de mesurer le débit du condensat à l'entrée du four. Et lors d'une diminution de la valeur 120 tonnes par heure, il va provoquer un arrêt d'urgence du four rebouilleur H101. Le même cas du mauvais fonctionnement de la vanne FICA 136V, le cas de fermeture, donc nous avons les mêmes conséquences et presque les mêmes moyens de protection. On passe aux mauvaises manipulations sur l'une des vannes manuelles à l'entrée du four rebouilleur H101, cas de fermeture. Nous n'avons pas du débit dans l'un des passes du four rebouilleur H101, température élevée, endommagement du serpentin qui va causer un incendie et un arrêt d'unité et possible arrêt du module. Et comme moyen de protection, on prévoit plus de moyens de protection comme les indicateurs du débit qui vont nous mesurer le débit du liquide dans le passe et le thermocouple TRAH 121 qui va mesurer la température à la sortie du serpentin et déclencher l'alarme en cas où ça dépasse les 295 degrés Celsius. Maintenant, nous allons passer au deuxième élément qui est la température du condensat. Comme vous pouvez voir sur le tableau, nous avons les mots guides plus ou bien moins. Ce qui veut dire les déviations possibles sont plus de température ou moins de température. Les causes possibles d'une augmentation de température, c'est mauvais fonctionnement de la vanne TRCA 109V ouverte, combustion importante dans le four rebouilleur H101. La conséquence d'une augmentation de température, c'est température élevée à la sortie du four rebouilleur H101, endommagement possible du serpentin qui va causer un incendie et arrêt d'unité, possible arrêt du module. Et dans le cas d'une diminution de température, nous avons comme cause possible le mauvais fonctionnement de la vanne TRCA 109, mais dans ce cas, c'est une fermeture, ce qui veut dire une faible combustion dans le four rebouilleur H101. Comme conséquence, nous pouvons voir une basse température à la sortie du four rebouilleur H101, passage possible du produit. Nous avons comme moyen de protection les indicateurs de température dans les deux cas, qui vont nous mesurer la température. Ce sont des composants de l'équipement de contrôle de température qui vont nous contrôler la température du four et c'est inclus dans le sous-système numéro 3, sous-système de contrôle du paramètre du procédé. Mais dans le cas de l'augmentation de la température, nous avons plus de moyens de protection comme le thermocouple TRCAH 109 qui va mesurer la température du liquide à la sortie du four et le thermocouple TRAH 121 qui va mesurer la température mais à la sortie du serpentin. Et de plus, le thermocouple TZAH 108 qui va mesurer la température à la sortie du four, qui va se déclencher lors de l'augmentation. Et maintenant, nous allons passer à l'élément du débit du gaz du combustible. Les déviations possibles, c'est pas ou bien moins de débit, ce qui veut dire une diminution du débit ou bien absence totale du débit. Les causes possibles, nous avons un mauvais fonctionnement des vannes UZ125AP, le cas de la fermeture. Ce qui peut y avoir comme conséquence, c'est pas de fuel gaz pour H101, basse température à la sortie du four rebouilleur H101, passage possible de produits. Nous avons comme moyen de protection un switch de pression PAL 126 qui va mesurer la pression du fuel gaz. C'est équipé d'une alarme qui va se déclencher lors d'une valeur. Et dans le cas du mauvais fonctionnement de la vanne UZ125C, cas d'ouverture, nous avons pas de fuel gaz pour le four rebouilleur H101, basse pression du fuel gaz, basse température à la sortie du four rebouilleur H101 et passage possible du produit. Et nous avons aussi un dégagement de fuel gaz en atmosphère, explosion possible et arrêt d'unité, possible arrêt du module. Nous avons comme moyen de protection, nous avons un switch de pression PAL 126 qui va mesurer toujours la pression du fuel gaz et se déclencher dans le cas d'une valeur mesurée moins de 0,4 kg par cm carré. Nous avons aussi le switch de pression PZL 127 qui va mesurer la pression du gaz combustible et va provoquer un arrêt d'urgence dans le cas d'une valeur mesurée moins de 0,2 kg par cm carré. Nous passons aussi à la mesure du débit du gaz combustible à l'entrée du four. Ce qui va assurer, c'est l'équipement FRAL 142, c'est un débitmètre équipé d'un alarme qui va se déclencher lors d'une mesure d'une valeur de moins de 1250. Et nous avons aussi le TRCA 109 comme moyen d'indication. Nous avons comme cause possible aussi
mauvaise manipulation sur la vanne manuelle à l'entrée ou bien à la sortie de la vanne TRCA 109V, cas de fermeture, ce qui peut résulter c'est pas de fuel gaz pour H101, basse pression de fuel gaz, basse température à la sortie du four et passage possible du produit. Et aussi un mauvais fonctionnement de la vanne TRCA 109V, cas de fermeture, et ce qui peut en résulter c'est pas de fuel gaz pour le four rebouilleur H101, basse pression de fuel gaz, basse température à la sortie du four et passage possible du produit. Et comme moyen de protection, nous avons presque les mêmes moyens de protection dans les deux cas passés, et bien sûr en prévoyant les opérateurs locaux. Toujours dans le cas de l'élément débit de gaz combustible, mais cette fois-ci une augmentation du débit. Ce qui veut dire la déviation ici, ça sera plus de débit, ce qui peut être comme cause possible un mauvais fonctionnement de la vanne TRCA 109V, cas d'ouverture. Ce qui peut en résulter au débit de fuel gaz pour H101, basse pression de fuel gaz pour les brûleurs, haute température de la sortie à la sortie de four H101 qui peut causer un incendie et un arrêt de l'unité, possible arrêt du module. Comme moyen de protection, l'installation d'un débitmètre FRAL 142 qui va mesurer le débit du gaz combustible à l'entrée du four comme moyen d'indication, et aussi l'installation d'un switch de pression pH 126 qui va mesurer la pression du fuel gaz et déclencher l'alarme en cas où la valeur dépasse 1,5 kg sur cm². Puis on passe à la mesure de la pression du gaz combustible toujours, mais cette fois-ci par le switch de pression PZAH 127 qui va provoquer un arrêt d'urgence du four rebouilleur H101 en cas où la valeur mesurée dépasse les 1,9 kg sur cm². Et aussi le thermocouple TZAH 108 qui va mesurer la température à la sortie du four et provoquer aussi un arrêt d'urgence du four en cas où la valeur mesurée dépasse les 300 degrés Celsius. Et bien sûr les indicateurs de température qui vont nous mesurer la température de l'opération. Et maintenant on passe aux prochaines déviations lorsqu'on a moins de débit. Les causes possibles: mauvais fonctionnement de la vanne HXC 908V lorsqu'elle est trop fermée. La vanne qui est une vanne de régulation de la dépression à l'intérieur du four par action sur le registre du tirage. Les conséquences qui peuvent survenir: combustion incomplète qui va produire une pression élevée à l'intérieur du four rebouilleur H101 et peut par la suite provoquer une explosion possible et arrêt d'unité possible, arrêt du module. Comme moyen de protection, on prévoit la trappe d'explosion, comme vous pouvez la voir sur la figure qui présente le four rebouilleur H101, et indicateur de dépression PAH 904 qui va mesurer la dépression à l'intérieur du four et va déclencher l'alarme lorsque la valeur dépasse les 10. On a plusieurs scénarios possibles, mais nous sommes intéressés aux scénarios qui peuvent provoquer un incendie ou une explosion qui ont un taux de gravité élevé, parmi lesquels un endommagement du serpentin provoquant un incendie et arrêt du four et de l'unité, ou bien une combustion incomplète, surpression au niveau du four rebouilleur A101. Ce scénario peut être provoqué à la suite d'une défaillance de la vanne FIC A136V ou bien une mauvaise manipulation sur l'une des vannes à l'entrée du four rebouilleur A101, ensuite d'une ouverture intempestive de la vanne UZ125C. On va citer quelques recommandations proposées pour le système Unity Four rebouilleur A101. On commence par la séance d'information du personnel de maintenance pour pallier à tout risque d'un mauvais centrage de brûlure. Puis prévoir l'achat d'équipements permettant de contrôler la thermographie du four. Ainsi prévoir la mise en place d'un analyseur d'oxygène qui doit être correctement entretenu. Prévoir la gestion de la combustion par automate. Et on termine par l'utilisation d'un détecteur de flamme. Et pour conclure, le risque d'explosion et l'incendie est lié à la non-mise en sécurité des équipements et des installations dans les fours industriels et peuvent causer des dangers pour la vie humaine et du bien matériel et des répercussions sur l'environnement avoisinant. Ces risques sont d'origine humaine ou bien défaillance matérielle. On doit prendre toutes notre précautions pour prévenir ces risques pour le bon fonctionnement de l'unité et garantir une safe production. Merci à tous.